Un colonel ceinture noire invite un vétéran à s'entraîner. Ce qui s'est passé ensuite a stupéfait tout le monde. Le silence dans le centre d'entraînement militaire était assourdissant. Deux figures imposantes étaient rivées sur le tapis central, où un colonel décoré se tenait face à face avec un homme que tout le monde avait ignoré quelques instants auparavant. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau, tandis que les lumières fluorescentes projetaient des ombres dures sur les visages figés d'incrédulité. « Vous êtes sûr de vous, soldat ?» demanda le colonel Richard. Sa voix était empreinte des 30 années passées dans les marines. Sa ceinture noire pendait parfaitement autour de sa taille, chaque bande témoignant d'innombrables victoires sur d'innombrables tapis. Cet homme était une légende à Fort Davison, un invaincu en plus de 200 combats. Il avait la réputation de briser les os et les esprits avec la même précision. L'homme en face de lui se contenta d'acquiescer. Pas de fanfaronnade, pas de tactique d'intimidation, juste une confiance tranquille qui semblait émaner de quelque part plus profond que ses muscles. Son uniforme de concierge lui pendait sur le corps, mais quelque chose dans sa posture trahissait la force qui se cachait sous le coton. « Je m'appelle Nathan Williams et il y a 60 secondes, je n'étais qu'un visage parmi tant d'autres. » Un concierge, un fantôme qui errait dans ses couloirs avec un balai et un seau, invisible aux yeux de tous ceux qui comptaient. Il voyait l'uniforme, la peau foncée, les mains burinées et ils se faisaient leur petite idée. Ce qu'il ne voyait pas, c'était la tempête qui faisait rage en moi, les souvenirs du sable du désert et de la fraternité, des promesses rompues et de la confiance brisée qui hantaient encore mes rêves. Pendant 6 ans, j'avais perfectionné l'art de l'invisibilité. Je pointais à 5 heures du matin. Je nettoyais les casernes. Je vidais les poubelles. J'évitais tout contact visuel. C'était plus sur ainsi, plus facile que d'expliquer pourquoi un ancien sergent-chef, ayant 3 missions à son actif, se retrouvait à nettoyer les toilettes de marine 2 fois plus jeune que lui. Plus facile que de revivre cette nuit à Fallujah où tout ce que je croyais savoir sur l'honneur et la fraternité s'était effondré comme un château de sable dans un ouragan. Le colonel Richard faisait une démonstration de technique de jiu-jitsu brésilien devant une salle remplie de jeunes marines. Ses mouvements étaient précis et nets. Chaque projection était calculée, chaque soumission conçue pour montrer sa domination. Il se déplaçait comme un prédateur, tout en violence contrôlée et en agressivité à peine contenue. Lorsqu'il a cherché un volontaire pour faire une démonstration, son regard s'est posé 3 fois sur moi. Je n'étais plus un soldat, j'étais un meuble. La réputation du colonel le précédait partout sur la base. On l'appelait le broyeur, non seulement pour sa technique, mais aussi pour son habitude d'humilier quiconque osait défier son autorité. J'avais entendu les histoires chuchotées dans les placards à fournitures et les réfectoires. De jeunes marines en étaient ressortis brisés, leur confiance en eux anéantie, leur carrière ruinée par un seul moment de manque de respect perçu comme tel. Puis son expression changea. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres, tandis qu'il me désignait du doigt. Son index fendant l'air comme une lame. « Et toi, l'équipe de nettoyage, tu veux nous montrer ce qui se passe quand la discipline se heurte enfin à ce que tu représentes ?» La salle éclata d'un rire nerveux. Quelques marines échangèrent des regards qui en disaient long sur ce qu'ils s'attendaient à voir. Le concierge noir humilié par le colonel intouchable. Une leçon enveloppée d'humiliation servie avec une touche de divertissement. Certains ont sorti leur téléphone, anticipant déjà le moment viral dont ils allaient être témoins. Mais ils ne savaient rien de Fallujah. Ils ne savaient rien des 10 mois que j'avais passés à enseigner le combat au corps à corps aux unités des forces spéciales, avant que tout ne change. Ils ne savaient pas pourquoi j'avais abandonné tout ce que j'avais gagné, portant une culpabilité plus lourde que n'importe quelle médaille, plus lourde que l'étoile de bronze qui prenait la poussière dans le tiroir de mon appartement. Les jeunes marines dans cette pièce voyaient ce qu'ils voulaient voir. Un agent d'entretien, quelqu'un qui ne méritait pas leur attention. Ils ne pouvaient pas imaginer que l'homme qui tenait un balai avait autrefois formé les instructeurs qui avaient formé leurs instructeurs, que j'avais survécu à 3 missions, non pas grâce à la chance, mais grâce à des compétences acquises dans les endroits les plus dangereux du monde. Lorsque je suis monté sur le tapis, posant mes produits de nettoyage avec un soin particulier, quelque chose qui sommeillait en moi depuis de si longues années s'est réveillé. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de bien plus dangereux, un but. Le point familier des bottes de combat sur les tapis d'entraînement, la mémoire musculaire des mouvements répétés des milliers de fois jusqu'à devenir instinctifs. Le colonel étira ses épaules, roulant son cou avec l'assurance désinvolte d'un homme qui n'avait jamais été vraiment mis à l'épreuve.
Il avait bâti sa réputation sur des moments comme celui-ci, brisant tous ceux qui osaient entrer dans son domaine. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'il venait d'inviter la seule personne dans cette pièce qui n'avait plus rien à perdre et tout à prouver. Si vous aimez les histoires où une force cachée émerge de l'ombre, où la justice vient des endroits les plus inattendus, ce récit de courage et de rédemption vous laissera sans voix. Les marines formèrent un cercle serré autour de nous, leur chuchotement créant une bande sonore d'anticipation et de préjugés. Le colonel Richard s'ajusta une dernière fois, les yeux rivés sur moi, cherchant la peur qu'il s'attendait à y trouver. Et à ce moment-là, debout sur un tapis qui allait bientôt devenir le théâtre du bouleversement le plus choquant de l'histoire de Fort Davison, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Mais ce qui s'est passé dans les 3 minutes qui ont suivi n'allait pas seulement humilier un colonel qui se croyait intouchable. Cela allait révéler une vérité sur le respect, la dignité et l'erreur catastrophique que constitue le fait de sous-estimer quelqu'un en raison de la couleur de sa peau et de l'uniforme qu'il porte. Le colonel Marcus Richard n'était pas cruel de nature. Il l'était devenu après avoir passé des décennies à croire que la force consistait à écraser quiconque osait se dresser dans son ombre. Debout en face de moi sur ce tapis, ses yeux gris et froids brillaient du même éclat prédateur que j'avais vu sur le visage d'hommes qui avaient oublié ce que signifiait se battre pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'histoire du colonel était légendaire à Fort Davison, mais pas pour les raisons qu'il aurait souhaitées. Il y a 30 ans, il était entré dans les marines, un maigrichon venu d'Alabama avec quelque chose à prouver et une rancune aussi grande qu'un train de marchandises. À l'époque, il n'était pas encore cette figure imposante qui inspirait le respect par la peur. Il n'était qu'une recrue parmi d'autres, victime de brimades, malmenée et ignorée. Mais Marcus Richard s'était fait une promesse à ses débuts. Il ne serait plus jamais faible. Il ne serait plus jamais vulnérable. Il ne laisserait plus jamais personne le voir autrement que comme quelqu'un de dominant. Chaque ceinture qu'il avait gagnée, chaque grade qu'il avait obtenu, chaque technique qu'il avait maîtrisée était une brique supplémentaire dans la forteresse qu'il avait construite autour de ses insécurités. Sa transformation avait été méthodique et impitoyable. Il avait étudié non seulement les aspects physiques du combat, mais aussi la guerre psychologique qui le précédait. Il avait appris que briser l'esprit d'un homme était plus efficace que de lui briser les os. Il avait découvert que la peur était l'arme ultime et il la maniait avec une précision chirurgicale. Au fil des ans, Richard avait perfectionné son art sur des centaines de marines. Les jeunes soldats qui osaient remettre en question son autorité se retrouvaient soumis à des exercices d'entraînement qui les amenaient à douter de leur valeur. Il aimait particulièrement s'en prendre à ceux qui lui rappelaient son jeune moi plus faible ou à ceux qui représentaient tout ce contre quoi il s'était convaincu de lutter. La pièce bourdonnait d'anticipation alors que nous nous faisions face. Mais l'énergie semblait différente à présent, plus lourde, plus dangereuse. Ce que ces marines ne réalisaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point d'assister à bien plus qu'un simple combat d'entraînement. Ils allaient voir 30 ans de rage refoulée se heurter à 6 ans de détermination réprimée. « Je t'ai observé, Williams, » dit Richard d'une voix si basse que je seul pouvais l'entendre. « Tu te faufiles dans ces couloirs comme si tu étais chez toi, mais nous savons tous les deux qui tu es vraiment, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient empoisonnés par un homme qui avait passé des décennies à se convaincre que ses préjugés étaient justifiés par sa position. Dans son esprit, la hiérarchie était sacrée et les concierges, en particulier les concierges noirs, avaient leur place tout en bas, là où ils ne pouvaient pas menacer l'ordre sur lequel il avait bâti son identité. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qui brillait juste sous l'arrogance apparente, de la reconnaissance. La façon dont un prédateur reconnaît un autre prédateur, même lorsqu'il est déguisé en proie. Malgré son complexe de supériorité, un instinct profond lui disait que les choses n'allaient pas se dérouler comme il l'avait prévu. La foule se pressait, l'excitation était palpable. Ils avaient entendu parler des démonstrations légendaires de Richard. Comment il avait un jour fait pleurer un lieutenant devant tout son peloton. Comment il avait mis fin à plus d'une carrière prometteuse d'une seule défaite humiliante. Il s'attendait à un sport sanglant déguisé en formation. Le jeune caporal Martinez se tenait au premier rang, son téléphone déjà en mode enregistrement. Il avait été l'une des victimes de Richard 6 mois auparavant, une démonstration qui l'avait amené à se demander s'il avait sa place dans le corps. À présent, il observait avec un espoir à peine dissimulé, priant pour que quelqu'un, n'importe qui, donne enfin au colonel un avant-goût de son propre remède. Le sergent-chef Johnson s'agitait nerveusement près de la sortie, la main instinctivement portée vers sa radio. Johnson était de la vieille école, un vétéran qui avait connu le combat et les vrais guerriers. Quelque chose dans ma façon de bouger, dans mon attitude,
malgré mon uniforme de concierge, le rendait nerveux. Il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais tous ses instincts lui criaient que cela ne se terminerait pas comme Richard l'avait prévu. Le colonel commença son rituel habituel avant le combat, s'étirant et prenant la pause, chaque mouvement visant à intimider et démoraliser. Il avait perfectionné cette guerre psychologique pendant 3 décennies, utilisant ces moments cruciaux avant le contact pour semer le doute dans l'esprit de son adversaire. « Vous savez ce que j'aime dans les démonstrations comme celle-ci » annonça Richard à la foule sans jamais me quitter des yeux. Elle rappelle à tout le monde le respect de savoir rester à sa place, de comprendre que dans le monde réel, il y a ceux qui dirigent et ceux qui suivent. Ces mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un pont en feu. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que chaque syllabe en disait plus long sur son caractère que n'importe quelle enquête sur son passé. Voici un homme tellement peu sûr de lui qu'il avait besoin de rabaisser les autres pour se sentir puissant. Alors que nous commencions à nous tourner autour, testant la distance et le timing, je pouvais sentir le poids de l'histoire peser sur ce tapis. Pas seulement l'histoire militaire, mais l'histoire plus profonde et plus sombre d'hommes comme Richard qui utilisaient leur autorité pour écraser des hommes qui me ressemblaient, des générations d'humiliation systématique déguisées en discipline. Mais quelque chose avait changé dans l'équilibre de cette confrontation. Pour la première fois depuis des décennies, le colonel Richard était sur le point de découvrir ce qui se passe lorsqu'une force imparable rencontre un objet inamovible, lorsque 30 ans de domination artificielle se heurtent à un talent authentique forgé dans le creuset du combat réel. Les marines retenaient leur souffle tandis que nous réduisions la distance qui nous séparait, tous deux portant les fantômes de notre passé dans une collision qui allait bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur le pouvoir, le respect et les dangereuses suppositions que nous faisons sur la force. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir, c'est qu'ils étaient sur le point d'assister au moment précis où une supériorité soigneusement construite allait rencontrer une véritable capacité avec les conséquences dévastatrices qui s'ensuivraient. Il y a un moment dans le parcours de chaque guerrier où l'univers met à l'épreuve non seulement vos compétences, mais aussi votre âme. Quand tout ce que vous avez enfoui sous des années de silence exige soudainement d'être entendu. Alors que le colonel Richard et moi tournions l'un autour de l'autre sur ce tapis, je pouvais sentir ce moment approcher comme le tonnerre avant l'éclair. La vérité sur la force ne se trouve pas dans les manuels militaires ou les livres d'arts martiaux. Elle se forge dans le silence entre 2 battements de cœur, dans les décisions prises en une fraction de seconde qui définissent qui nous sommes vraiment lorsque tout nous a été enlevé. Voyons de quoi tu es vraiment fait, gamin, siffla Richard, la voix imprégnée de décennies de préjugés hérités. Ce simple mot, gamin, resta suspendu dans l'air comme une arme chargée. Ce n'était pas seulement du manque de respect. C'était une tentative délibérée de me réduire à quelque chose de moins qu'humain, quelque chose qu'il pouvait détruire sans conséquence. Mais voici ce que les hommes comme Richard ne comprennent jamais. Quand on a déjà perdu tout ce qui compte, leurs paroles deviennent impuissantes. Quand on a regardé dans l'abîme de ses propres échecs et qu'on a trouvé le courage de continuer à respirer, leurs menaces deviennent un bruit de fond. Les marines qui nous entouraient ont senti le changement d'énergie. Ce n'allait pas être une nouvelle humiliation de routine. Quelque chose d'électrique crépitait entre nous, la collision de 2 philosophies très différentes sur ce que signifie être fort. Richard représentait l'ancienne méthode, la domination par la peur, le respect par l'intimidation. J'avais quelque chose de complètement différent. Le pouvoir acquis par le sacrifice, la force tempérée par la perte. Lorsque nous avons commencé à nous affronter, Richard a immédiatement utilisé son mouvement signature, une brutale projection par-dessus l'épaule destinée à mettre fin au combat avant même qu'il ne commence. C'était de l'agressivité pure, tout en force et sans finesse. Le genre de technique qui fonctionnait parfaitement contre de jeunes marines intimidés, déjà vaincus avant même de toucher le tapis. Mais je n'étais pas un jeune marine. J'étais un fantôme qui avait appris à danser avec la mort dans des endroits où l'hésitation signifiait ne jamais rentrer chez soi. J'ai redirigé son énergie avec un minimum d'effort, utilisant son propre élan contre lui. Le choc dans ses yeux fut immédiat et indéniable. Pendant 3 décennies, personne n'avait osé contrer ses attaques avec une telle efficacité. Personne n'avait réussi à rendre ces techniques légendaires, ordinaires. Impossible, murmura quelqu'un dans la foule. Mais impossible n'est qu'un autre mot pour inattendu et j'avais bâti toute ma carrière militaire en étant sous-estimé par des hommes qui ne voyaient pas plus loin que leurs propres préjugés. La véritable révélation est venue lorsque Richard a essayé de s'adapter, lançant des combinaisons qui auraient submergé la plupart de ses adversaires. Chaque attaque était contrée avec un calme et une précision implacables. Chaque mouvement agressif était redirigé dans le vide. Je ne me battais pas contre lui.
Je lui donnais une leçon. Je lui montrais la différence entre une domination artificielle et une véritable maîtrise. Mais cette leçon ne concernait pas seulement les arts martiaux. Elle touchait à quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Elle concernait le jeu dangereux qui consiste à juger les gens sur leur apparence, leur position sociale ou la couleur de leur peau. Elle concernait l'arrogance catastrophique qui consiste à croire que le rang équivaut automatiquement à la valeur. La pièce est tombée dans un silence stupéfait lorsque Richard s'est retrouvé sur la défensive pour la première fois depuis des décennies. L'image d'invincibilité qu'il avait soigneusement cultivée se fissurait comme de la glace au printemps. Les marines qu'il adorait ont commencé à voir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Leur colonel intouchable luttant contre un homme qu'ils avaient jugé insignifiant. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que cette confrontation couvait depuis 6 ans. Chaque jour, je nettoyais ces sols. J'endurais leur regard méprisant. J'avalais leur manque de respect. Tout cela m'avait mené à ce moment, pas pour me venger, mais pour quelque chose de bien plus puissant, retrouver ma dignité. Au milieu de notre échange, quelque chose a changé dans ma conscience. J'ai cessé de voir le colonel Richard comme mon adversaire et j'ai commencé à le voir comme le symbole de tous les systèmes, de toutes les institutions, de toutes les personnes qui avaient dit à quelqu'un comme moi que nous n'avions pas notre place, que nous n'étions pas dignes, que notre valeur était déterminée par l'uniforme que nous portions plutôt que par notre personnalité. La décision s'est cristallisée à cet instant. Il ne s'agissait pas de vaincre un colonel plein de préjugés. Il s'agissait de prouver que la force ne s'affiche pas à travers des galons et des titres, que les guerriers les plus dangereux sont souvent ceux que la société rend invisibles. Richard m'a donné tout ce qu'il avait. 30 ans d'expérience, sa réputation et son désespoir le plus profond. Mais j'avais appris depuis longtemps que le désespoir n'était que la peur sous une autre forme. Et la peur n'avait jamais été à la hauteur de ma détermination. Alors que je me préparais à mettre fin à cette démonstration d'une manière qui entrerait dans l'histoire de Fort Davison pendant des années, je réalisais que parfois les révolutions les plus puissantes ne se produisent pas avec des gestes grandioses, mais avec des moments tranquilles qui brisent tout ce que les gens pensaient savoir sur le pouvoir. Les 60 secondes qui suivirent prouvèrent que la véritable force ne consiste pas à dominer les autres, mais à choisir le moment où l'on révèle le guerrier qui a toujours été caché sous l'uniforme que l'on nous a forcés à porter. Dans la fraction de seconde qui précède le combat, l'esprit d'un guerrier devient à la fois un champ de bataille et un sanctuaire. Alors que le colonel Richard et moi tournions l'un autour de l'autre comme des prédateurs à la recherche d'une faiblesse, ma conscience s'est déplacée vers un endroit que je n'avais pas visité depuis 6 ans. Le centre tactique où l'instinct de survie se confond avec une précision mortelle. La foule voyait 2 hommes se préparer à lutter. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était la partie d'échec stratégique qui se déroulait dans mon esprit. Chaque mouvement de Richard révélait des informations cruciales sur l'adversaire que j'étais sur le point de démanteler. Sa posture était parfaite mais rigide. Des années d'enseignement lui avaient donné une technique irréprochable mais prévisible et mécanique. Chaque pas suivait le même schéma qu'il avait inculqué à d'innombrables marines, efficace, discipliné, mais dépourvu de la fluidité et de l'adaptabilité qui distinguent les guerriers de salle de classe des survivants du champ de bataille. J'avais déjà vu ce type d'homme à Fallujah, des officiers qui avaient gagné leur galon dans des environnements contrôlés où leurs adversaires suivaient les mêmes règles qu'ils avaient mémorisées. Mais le combat réel, celui qui dépouille de tout artifice et révèle qui vous êtes vraiment, m'avait appris que la survie appartenait à ceux qui savaient improviser lorsque le manuel échouait. Ma respiration s'est stabilisée au rythme que j'avais appris pendant ces 10 mois d'entraînement dans les forces spéciales. 4 temps pour inspirer, 2 pour expirer, 6 pour expirer. Une technique de méditation qui ralentissait le temps et aiguisait la concentration jusqu'à ce que chaque détail devienne clair comme de l'eau de roche. La répartition du poids de Richard, la légère préférence pour sa jambe gauche qui suggérait une vieille blessure, la façon dont ses yeux suivaient le centre de mon corps plutôt que mes mains. Une erreur classique qui trahissait ses intentions. Mais il ne s'agissait pas seulement de technique, il s'agissait de quelque chose de plus profond, de plus personnel. Toutes les humiliations que Richard avait infligées aux jeunes marines, toutes les carrières qu'il avait détruites avec ses démonstrations tordues, tous les moments où il avait utilisé son autorité pour briser les esprits au lieu de les construire, tout cela était sur le point de boucler la boucle. Le fantôme du sergent Nathan Williams s'était maintenant réveillé complètement, la mémoire musculaire revenant comme l'eau d'un barrage brisé. Mes mains se souvenaient de la force exacte nécessaire pour contrôler sans causer de dommages permanents. Mes pieds trouvèrent les angles qui me permettraient d'exercer un maximum de force avec un minimum d'effort.
mon esprit calcula les points de pression et les prises de soumission avec la froide précision d'un homme qui avait autrefois enseigné ces techniques aux guerriers les plus redoutables d'Amérique. Ce que Richard ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que je me préparais à ce moment depuis le jour où j'avais commencé à travailler à Fort Davison. Pas consciemment, mais comme un loup se prépare pour l'hiver. Chaque affront, chaque regard dédaigneux, chaque instant où j'étais traité comme si j'étais invisible avait alimenté un feu qui était sur le point de tout consumeur sur son passage. Ce travail d'entretien était mon camouflage, ma façon de disparaître d'un monde qui m'avait catalogué comme un cas après Fallujah. Mais c'était aussi ma mission de reconnaissance. Pendant 6 ans, j'avais observé les méthodes de Richard, étudié ses habitudes, le regardé briser de bons soldats pour le simple crime de lui rappeler ses propres insécurités. Je l'avais vu réduire le caporal Martinez aux larmes lors d'une démonstration qui n'était en réalité qu'une forme d'intimidation sanctionnée. Je l'avais vu détruire la confiance du sergent Thompson, un vétéran décoré, qui avait commis l'erreur de remettre en question l'une des techniques de Richard. Je l'avais vu s'en prendre systématiquement à tous ceux qui menaçaient l'image qu'il s'était soigneusement construite. Ce soir, l'heure de la vengeance avait sonné. Alors que nous nous approchions de la zone d'engagement, j'ai senti le changement familier dans ma conscience qui marquait la transition entre Nathan le concierge et Nathan l'arme. Les voix de la foule se sont estompées pour devenir un bruit de fond. Les lumières fluorescentes aveuglantes se sont transformées en éclairage tactique, révélant chaque micro-expression sur le visage de Richard. Le temps s'est dilaté jusqu'à ce que chaque battement de cœur semble durer une éternité. Le colonel était tellement concentré sur l'humiliation qu'il avait prévu qu'il a manqué le détail le plus important, la façon dont je bougeais. Pas comme un agent d'entretien qui se retrouve par hasard au milieu d'un combat, mais comme un prédateur qui s'est laissé sous-estimer jusqu'au moment idéal pour frapper. Si les histoires de justice rendue et de renversement de pouvoir inattendu vous touchent, vous ne voudrez pas manquer la conclusion explosive qui va bientôt se dérouler. Ma stratégie était d'une simplicité élégante. Laisser Richard commencer par ses tactiques d'intimidation habituelles, lui permettre de croire qu'il dominait le combat. Je lui ai donné juste assez de succès pour qu'il devienne trop confiant, pour qu'il s'engage pleinement dans des attaques qui le laisseraient exposé. Puis je lui ai fait découvrir la différence entre les arts martiaux théoriques et les mathématiques brutales de la survie. Les jeunes marines se sont rapprochés, sentant qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Même le sergent-chef Johnson avait cessé de chercher sa radio, son œil expérimenté reconnaissant les signes subtils qui indiquaient que ce n'était pas une autre démonstration de routine. Le colonel Richard ajusta une dernière fois sa prise, sûr de lui, prêt à ajouter une nouvelle victime à son palmarès, mais il ne pouvait pas savoir qu'il venait de coincer l'adversaire le plus dangereux qui soit, un homme qui n'avait plus rien à perdre et 30 ans d'injustice à venger. Le moment de vérité était imminent et ses répercussions résonneraient dans Fort Davison longtemps après que le dernier témoin eût quitté le centre d'entraînement. Le premier contact fut électrique. Richard se précipita vers moi avec une précision digne d'un manuel, les mains tendues vers mon col dans une prise de judo classique. Pendant une fraction de seconde, les marines qui regardaient pensèrent probablement qu'ils allaient assister au dénouement attendu, le colonel contrôlant sans effort son adversaire inférieur. Ils ne se doutaient pas qu'ils allaient voir 30 ans de fausse supériorité s'effondrer en temps réel. Je le laissais prendre sa prise. Je le laissais savourer la satisfaction momentanée du contrôle. Je le laissais commencer le lancer qu'il avait visualisé dans son esprit. Puis dans l'espace entre deux battements de cœur, j'ai fait découvrir au colonel Richard la réalité dévastatrice de ce qui se passe lorsque la domination artificielle rencontre le talent authentique. Ma riposte n'avait rien de spectaculaire, elle n'avait rien de théâtral, elle était chirurgicale. Alors que Richard mettait tout son poids dans son lancer, j'ai déplacé mon centre de gravité de quelques centimètres vers la gauche. Sa technique parfaite à l'entraînement contre des adversaires dociles s'est soudainement retrouvée face à un vide, là où aurait dû se trouver une résistance solide. Les lois de la physique sont devenues mes alliés alors que son élan le portait au-delà du point de non-retour. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé comme une leçon magistrale de violence contrôlée. Ma main droite a trouvé son col, ma gauche a saisi sa manche. Et soudain, le colonel Marcus Richard, la légende invaincue de Fort Davison, s'est retrouvé en l'air. Le bruit de son corps heurtant le tapis résonna dans le centre d'entraînement comme un coup de tonnerre. Deux marines restèrent figés, leur esprit luttant pour comprendre ce que leurs yeux venaient de voir. L'homme qui semblait intouchable, indestructible, invincible, gisait sur le dos, fixant le plafond avec l'expression stupéfaite de quelqu'un dont toute la vision du monde venait de s'écrouler. Le téléphone du caporal Martinez tremblait dans ses mains tandis qu'il filmait,
la bouche grande ouverte d'incrédulité. Les yeux du sergent-chef Johnson s'écarquillèrent lorsqu'il comprit. Ce n'était pas un coup de chance, c'était une précision née de l'expérience qui dépassait de loin tout manuel d'entraînement. Mais je n'avais pas fini, loin de là. Alors que Richard se relevait précipitamment, le visage rouge de honte et de rage, quelque chose de primitif s'éveilla dans ses yeux. Le masque du professionnalisme militaire tomba, révélant le garçon cruel et peu sûr de lui qui n'avait jamais vraiment grandi. Son apparence soignée était désormais en désordre. Son génie était froissé, sa ceinture légèrement de travers, signes extérieurs du chaos intérieur qui le consumait. Coup de chance. Grogna-t-il en reprenant sa position avec l'attitude agressive d'un homme dont l'ego venait d'être publiquement humilié. Voyons si tu peux le faire, petit. L'insulte raciste resta suspendue dans l'air comme un gaz toxique. Plusieurs marines se mirent mal à l'aise, réalisant que leur colonel respecté venait de révéler un aspect de sa personnalité. Mais le mot qui était censé me rabaisser ne fit qu'attiser le feu qui brûlait en moi depuis 6 ans. La foule se pressait, sentant qu'elle assistait à quelque chose de bien plus important qu'un simple combat d'entraînement. Les téléphones apparurent comme des éclairs, capturant sous tous les angles ce qui était en train de devenir le plus grand bouleversement de l'histoire de la base militaire. L'énergie dans la pièce était passée d'un divertissement décontracté à quelque chose d'électrique, de dangereux, d'historique. Richard attaqua à nouveau, cette fois avec la fureur désespérée d'un homme qui se bat pour sa réputation. Ses techniques étaient plus rapides, plus dures, plus violentes, mais le désespoir en négligeant et la colère en prévisible. Chaque attaque qu'il lançait était contrée avec un timing si parfait, exécutée avec une telle aisance que j'avais l'impression de lire dans ses pensées. Quand il a essayé de m'attraper par le col pour contrôler ma tête et me donner un coup de genou, je n'étais tout simplement pas là. Mes mouvements étaient fluides, économiques, d'une efficacité redoutable. Je me suis échappé de son emprise comme de la fumée, me suis placé dans son angle mort et ai saisi sa ceinture sans qu'il s'y attende. La deuxième prise était un véritable poème. Alors qu'il tentait désespérément de reprendre le contrôle, je me suis glissé à l'intérieur de sa garde et j'ai saisi son bras par-dessous et lui ai asséné un coup de hanche qui l'a projeté à travers le tapis avec une force telle que les murs en ont tremblé. Cette fois, il n'était pas question de chance. C'était du talent, un talent pur, indéniable, dévastateur, qui appartenait à un autre univers que les démonstrations contrôlées auxquelles il était habitué. Les marines ont éclaté en chuchotements choqués. Quelqu'un a poussé un cri de surprise. Un autre a laissé échapper un sifflement admiratif. Mais la réaction la plus révélatrice est venue du sergent-chef Johnson qui a simplement secoué la tête et murmuré « Où diable le concierge a-t-il appris à se battre comme ça ?» La question se répandit comme une traînée de poudre dans la foule. Qui était cet homme qu'ils avaient considéré comme invisible? Comment quelqu'un avec un tel talent avait-il fini par passer la serpillière dans leur couloir? Et pourquoi avait-il caché cette capacité dévastatrice derrière une façade de servitude? Richard se releva plus lentement cette fois-ci, le souffle court, sa confiance complètement brisée. Pour la première fois en 30 ans, il était confronté à un adversaire qui n'était pas intimidé par son grade, sa réputation ou ses techniques de guerre psychologique. Il faisait face à quelqu'un qui avait été forgé dans le feu réel et non les flammes contrôlées d'un centre d'entraînement. Mais il se passait autre chose à présent, quelque chose qui transcendait la technique et entrait dans le domaine de la justice. Tous les jeunes marines que Richard avait humiliés regardaient leur bourreau se faire démanteler méthodiquement. Toutes les carrières qu'il avait détruites, toute la confiance qu'il avait brisée, tous les moments d'abus déguisés en entraînement, tout cela lui était rendu avec intérêt. C'est lors du 3e échange que Richard a appris la leçon la plus cruelle de toutes, que toutes les techniques du monde ne servent à rien quand on se bat contre quelqu'un qui a survécu à des situations où l'échec signifiait la mort. Il s'est jeté sur moi avec tout ce qui lui restait, lançant des combinaisons qu'il avait répétées 10 000 fois. Une feinte haute, un coup bas. Il m'a attrapé par le col et a tenté une projection sacrificielle. Chaque mouvement était techniquement parfait, mais émotionnellement désespéré. Mais je ne me défendais plus contre un artiste martial. Je neutralisais une menace, utilisant des compétences acquises dans les endroits les plus meurtriers de la planète contre des ennemis qui se battaient sans règle ni pitié. Lorsque j'ai attrapé son poignet en plein mouvement et que je l'ai tordu dans une clé de bras debout, la pièce est devenue silencieuse, à l'exception de sa respiration haletante. Lorsque j'ai enchaîné sans transition avec une prise qui l'a projeté face contre terre, le silence est devenu total. Et lorsque j'ai réussi à lui faire une prise d'étranglement qui l'a laissé complètement impuissant, tapant frénétiquement contre mon avant-bras, la légende du colonel Marcus Richard est morte à jamais.
Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui restera gravé dans les mémoires longtemps après la fin de l'affrontement physique. Alors qu'il gisait là, son monde brisé, je me suis penché suffisamment près pour qu'il soit le seul à entendre mes paroles. La prochaine fois que tu voudras humilier quelqu'un à cause de la couleur de sa peau, lui ai-je murmuré d'une voix aussi calme que la mort en hiver, assure-toi de savoir à qui tu as affaire. La prise de soumission que j'ai appliquée ensuite n'était pas seulement une démonstration de technique supérieure, c'était une déclaration. Une déclaration que le temps où l'on utilisait l'autorité pour écraser la dignité était révolu, du moins dans ce coin du monde, du moins cette nuit-là. Si vous êtes captivé par les histoires où la justice émerge de l'ombre pour réparer des décennies d'injustice, où une force cachée se lève pour défier le pouvoir illégitime, assurez-vous d'être abonné. Car les conséquences de cette confrontation vont bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la force et le respect. Lorsque j'ai finalement lâché prise et que je me suis tenu debout devant le colonel brisé, sa réputation en ruine et son autorité définitivement détruite, j'ai réalisé que cette victoire allait bien au-delà d'une simple vengeance personnelle. Elle concernait toutes les personnes qui avaient été rejetées, sous-estimées ou humiliées à cause de ce qu'elles étaient plutôt que de ce dont elles étaient capables. Mais alors que la foule de Marine assimilait ce dont elle venait d'être témoin, que les téléphones immortalisaient le moment où David avait renversé Goliath, aucun d'entre eux ne pouvait imaginer les bouleversements qui allaient transformer Fort Davison à jamais. Au lendemain de ce qui allait devenir la nuit où Fort Davison a changé pour toujours, quelque chose de remarquable s'est produit. Pas d'applaudissements, pas de célébration, juste un silence si profond qu'il semblait sacré. Le colonel Marcus Richard est resté allongé sur ce tapis pendant 37 secondes. Je les ai comptés, fixant le plafond tandis que toute sa vision du monde se restructurait autour de cette nouvelle réalité. Lorsqu'il s'est enfin redressé, quelque chose de fondamental avait changé dans son regard. L'arrogance avait disparu. La cruauté s'était évaporée. Ce qui restait était quelque chose que je n'avais pas vu en 6 ans passés à le regarder détruire de jeunes marines, de la vulnérabilité. La foule des témoins était figée. Les téléphones toujours en train d'enregistrer. L'esprit encore en train d'assimiler ce qu'il venait de voir. Mais c'est le caporal Martinez qui a rompu le silence le premier. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Qui êtes-vous vraiment? Cette question est restée suspendue en l'air comme un signal, exigeant une réponse qui allait bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'homme invisible qui nettoyait leur sol. J'ai aidé Richard à se relever, non pas pour montrer ma domination, mais en signe de reconnaissance entre guerriers. Sa main était ferme, mais sa fierté était brisée à jamais. Parfois, c'est exactement ce qui doit arriver pour que la véritable croissance puisse commencer. Sergent-chef Nathan Williams, ai-je dit d'une voix qui a résonné dans le centre d'entraînement silencieux. 3e bataillon, 2e régiment de marine. 3 missions à Fallujah. Ancien instructeur de combat au corps à corps, groupe d'entraînement aux opérations spéciales. Cette révélation frappa la pièce comme un choc sismique. Soudain, tous les regards méprisants, tous les moments où ils m'avaient traité comme si j'étais invisible, toutes les suppositions qu'ils avaient faites sur la base de mon uniforme et de la couleur de ma peau s'écroulèrent autour d'eux comme un château de cartes dans un ouragan. Le sergent-chef Johnson s'avança, le visage buriné marqué par un mélange de respect et de honte. « Pourquoi » demanda-t-il. « Pourquoi un travail de concierge? Pourquoi nous laisser vous traiter comme si vous n'étiez personne » terminai-je à sa place. La réponse honnête était complexe, empreinte de culpabilité, de chagrin et de choix qui avaient semblé nécessaires à l'époque parce que parfois il faut disparaître pour découvrir qui on est vraiment au-delà de tout le bruit. Mais il y avait plus que cela. Je fuyais Fallujah, les souvenirs de ce qui s'était passé lorsque l'entraînement avait tourné au drame, lorsque des décisions prises en une fraction de seconde dans un complexe poussiéreux avaient changé des vies à jamais. Le poste de concierge n'était pas seulement un camouflage, c'était une pénitence, une façon de servir sans porter le poids du commandement, sans risquer une nouvelle erreur qui pourrait briser l'avenir de quelqu'un. Le colonel Richard retrouva sa voix bien qu'elle fût cassée et hésitante. La technique que vous avez utilisée, ce n'était pas une technique standard de l'armée. J'acquiesçai lentement. Quand on forme ceux qui forment les enseignants, on apprend des choses qui ne figurent dans aucun manuel. On apprend que la vraie force n'est pas une question de domination. C'est savoir quand ne pas utiliser ce dont on est capable. La transformation qui s'ensuivit ne se fit pas du jour au lendemain, mais elle commença à ce moment-là. Richard, dont l'autorité avait été définitivement remise à sa place, se mit à poser des questions au lieu de donner des ordres. Il commença à écouter ses marines au lieu de leur faire la leçon.
L'homme qui avait bâti sa carrière en brisant des esprits se retrouva soudainement à les reconstruire. La nouvelle de cette nuit-là s'est répandue comme une traînée de poudre à Fort Davison puis au-delà. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont devenues virales en quelques heures. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un concierge qui avait battu un colonel. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, un rappel que la force se présente sous des formes que nous ne reconnaissons pas toujours et que nos suppositions sur les gens basées sur leur apparence ou leur position peuvent être terriblement erronées. Les jeunes marines, qui avaient vu leur bourreau tomber, découvrirent ce soir-là quelque chose d'inestimable, la preuve éclatante que les tyrans ne sont pas invincibles, que la justice peut surgir des lieux les plus improbables, et que la personne discrète, celle qui passe inaperçue en nettoyant après tout le monde, peut en réalité être la plus forte de toute la pièce. En moins d'un mois, on me proposa de reprendre mon grade et d'occuper un poste de chef instructeur. Ce respect, je ne l'avais jamais réclamé, mais je l'avais apparemment gagné. Pourtant, la plus belle récompense issue de ces 6 années d'invisibilité n'avait rien à voir avec un titre ou un uniforme, j'avais appris qu'il n'était pas nécessaire d'être reconnu ou d'occuper une position élevée pour changer les choses. Parfois, le geste le plus puissant que l'on puisse accomplir consiste simplement à être présent, jour après jour, avec dignité et détermination. La véritable victoire ne se trouvait pas dans cette confrontation de 3 minutes, mais dans ce qui avait suivi, les conversations dans les couloirs avec des marines venus m'avouer qu'ils se sentaient ignorés ou sous-estimés, les officiers qui commençaient à examiner leurs propres préjugés, et une culture qui, lentement mais sûrement, se mettait à évoluer, avec prudence mais dans la bonne direction. Le colonel Richard et moi ne sommes jamais devenus amis, mais nous avons atteint quelque chose de plus précieux, une relation d'enseignant et d'élève, où chacun apprenait que le véritable leadership ne consiste pas à écraser l'opposition, mais à élever autrui au-delà de ce qu'il croyait possible. Pendant toutes ces années passées à passer la serpillière dans les couloirs de l'armée, j'ai compris que la vraie force parle à voix basse, tandis que la faiblesse crie, que le vrai pouvoir protège, plutôt que de détruire, et que les batailles les plus importantes ne se livrent pas toujours pour obtenir une victoire, mais parfois pour défendre la simple reconnaissance de la dignité humaine. L'uniforme de concierge est toujours suspendu dans mon placard, témoin silencieux du fait que chaque personne que l'on croise porte en elle des histoires insoupçonnées, des talents invisibles et une force qu'on ne voit venir qu'au moment où elle décide de se révéler. Dans un monde prompt à juger sur les apparences, cette leçon mérite d'être gravée dans la mémoire. Ce ne sont ni vos circonstances qui définissent vos capacités, ni votre uniforme qui détermine votre valeur. Parfois, celui que tout le monde sous-estime est précisément celui qui va tout bouleverser. La révolution ne se part pas toujours de tambours et de fanfares, elle peut arriver avec un balai dans une main et une dignité inébranlable dans l'autre. Elle peut naître le jour où quelqu'un décide qu'il a été invisible assez longtemps. Et parfois, la justice a le visage d'un concierge qui refuse de laisser passer 3 décennies de manque de respect sans y répondre. Cette nuit-là, à Fort Davison, nous avons tous compris que la force ne réside pas dans la capacité à frapper le plus fort, mais dans celle de transformer un moment de confrontation en une occasion de croissance, de compréhension et de changement, capable de résonner encore longtemps après que le dernier témoin se soit éclipsé.